Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets, par Pablo Pilovivien, tous les jours à 12h30. Bonjour Isabelle Thomas. Bonjour Pablo. Alors vous êtes députée européenne, vous êtes membre de la délégation Génération au Parlement européen. La délégation Génération, donc, qui est le parti de Benoît Hamon, pour ceux qui n'auraient pas tout suivi. Ma première question, c'est, ça fait 3 mois que maintenant la séquence Gilets jaunes a été ouverte. Comment se positionne Génération par rapport aux Gilets jaunes? Parce que c'est pas franchement votre électorat quand même. Pour l'instant, on a du mal à percevoir notre électorat parce qu'on est né après les élections présidentielles. Et Alors votre cible électorale. la première fois qu'on sera confronté aux citoyens, finalement, ce sera à l'occasion des européennes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le mouvement des Gilets jaunes, c'est la conséquence d'une politique extrêmement austéritaire, extrêmement sévère pour les petits enfin pour les gens modestes et qui au bout d'un moment ne supportent plus. En fait, je dis austérité, je ne devrais pas utiliser ce mot-là parce qu'il est austéritaire pour certains, il est très profitable à d'autres. C'est plutôt, je dirais, une politique de contre-redistribution et qui date maintenant au niveau européen depuis des décennies, et notamment depuis la crise de 2008, depuis la crise économique de 2008. Et donc, effectivement, c'est une politique qui vise à ce qu'on redistribue le moins possible. C'est l'idée on va aider les riches pour que ça retombe sur les gens les plus modestes. Bon, maintenant, les gens ont compris que tout ça, c'était du pipeau total. Et donc, cette révolte, je crois, est née de là, puisque sur la question des taxes essence, une fois de plus, on ne faisait pas payer, je ne sais pas, Total, les compagnies d'aviation, etc. Non, on faisait payer le petit consommateur qui déjà a des difficultés avec sa fiche de paye et avec sa vie quotidienne. Donc, oui, il y a, sans vouloir, d'abord, ce n'est pas le but du tout de Génération de récupérer qui que ce soit, chacun, nous sommes un mouvement politique, nous l'assumons, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup des revendications que nous partageons, et notamment la première qui est la redistribution de la richesse, justice sociale, justice fiscale. Et donc, évidemment, il y a beaucoup de propositions dans le programme notamment européen de Génération qui visent à cette redistribution. Qu'il s'agisse de la taxation des multinationales au niveau européen, parce qu'en fait, ce qu'on constate, c'est qu'on n'arrive pas à taxer les multinationales si on ne le fait pas au niveau européen, parce qu'elles vont déclarer ceci au Luxembourg, cela en Irlande, et avec des bases et des taux qui sont différents, eh bien, elles échappent de facto à l'impôt. Donc justice, oui pardon. Alors non, mais pour autant, donc vous proposez des solutions, des également réponses. L'ISF européen, par exemple. L'ISF européen, donc vous proposez des réponses aux problématiques des Gilets jaunes. Pour autant, on n'a pas l'impression que ça bénéficie dans les sondages, que ça vous bénéficie énormément. Écoutez, d'abord les sondages, excusez-moi, j'ai appris à faire sans. Je préfère faire sans, parce que un mouvement politique, c'est pas un mouvement suiviste. Je veux dire, c'est un mouvement qui a des convictions. Ça ne veut pas dire qu'on n'écoute pas les gens. D'ailleurs, la question démocratique est aussi une question chez les Gilets jaunes que nous avions posée, enfin que Benoît avait posée dans la campagne présidentielle avec le 49.3 citoyen. Bon, là, La le proposition de référendum référendum, d'initiative citoyenne est un peu différente. Peut-être mais elle est discutable, comme le 49.3 citoyen était discutable. On ouvre un débat sur quel serait... Comment on fait, en fait, la vraie question qui est posée par les Gilets jaunes et que Benoît avait posée au présidentiel, c'est comment on fait pour ne pas avoir une élection présidentielle à une date donnée et puis aucune participation démocratique digne de ce nom, entre guillemets en tout cas, écoutée par le président de la République et par le pouvoir jusqu'à la fin du mandat. Et donc pendant 5 ans, blanc-seing, carte blanche au président de la République. C'est plus possible. Plus personne ne veut de ça et je crois que le mouvement des Gilets jaunes exprime aussi ça. Donc en fait, dans les propositions de Benoît Hamon, il y avait, que ce soit sur la redistribution, y compris avec la taxe robot par exemple, que ce soit sur les questions de démocratie et de citoyenneté, il y avait déjà des amorces de discussion. Mais c'est vrai que c'était très neuf et c'est vrai que le vote utile et aussi qu'on ne convainc pas comme ça en 3 mois, etc. Donc il y a plein de choses qui ont fait que, mais n'empêche qu'il y avait déjà beaucoup de réponses aux questions posées.
Donc il y a une échéance électorale qui arrive dans quelques mois, c'est les élections européennes. D'ailleurs, on ne sait pas trop ce que vont faire les Gilets jaunes pour ces élections. À gauche, on a une foultitude de listes qui risquent d'advenir et de se présenter. Donc il va y avoir le PCF, la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, le Parti Socialiste, Génération. Ça fait beaucoup. On verra. Le dépôt des listes, c'est... Je sais plus. Vous, ça vous inquiète? Non, mais ça vous inquiète quand même cette potentialité de la multiplicité des listes à gauche? Qu'est-ce que ça veut dire de l'état de la gauche? J'ai envie de vous dire oui et non. C'est-à-dire que d'un certain côté, sur un aspect, c'est vrai que ça m'inquiète parce que, une fois de plus, le morcellement de la gauche risque de faire d'abord qu'il y ait très peu d'élus au Parlement européen. Donc ça, c'est un problème. Mais en même temps, pas forcément. C'est-à-dire que si la barre des 5% est franchie, on aura autant de députés à gauche que si on en avait eu sur une liste rassemblée. Donc il faut aussi relativiser un peu. Mais c'est vrai que face que ce soit Emmanuel Macron ou face au Front National, qui pour moi sont les deux volets d'une même médaille, si je puis dire, les deux faces d'une même médaille, je pourrais y revenir. C'est vrai que ça aurait eu du sens que de se présenter unis avec Europe Écologie Les Verts et avec le Parti communiste. C'est pas forcément fini. On aura peut-être. Vous avez encore de l'espoir quant à ces alliances-là? Tant que le dépôt de liste n'est pas bouclé. Yannick Jadot a l'air quand même assez. Oui, aujourd'hui, on verra. Il faut aussi laisser parler le débat politique de la campagne, ça sert aussi à ça. Et puis, d'un autre côté, je me dis, après tout, c'est normal. D'abord parce que l'élection européenne, c'est l'élection de la conviction. C'est-à-dire qu'il y a une liste, un scrutin de liste à la proportionnelle. C'est une des rares fois dans les élections qu'on peut vraiment afficher ses convictions sans penser vote utile. Parce que là, il n'y a pas de vote utile. Donc, voilà, on peut exprimer une conviction profonde. Donc ça, c'est très positif. Et donc, faire des rassemblements un peu avec des briques et des brocs qui ne sont pas forcément cohérents, finalement, c'est peut-être moins intelligent. Et puis la deuxième raison, c'est qu'on ne peut pas dire, comme on l'a dit pendant la campagne, comme l'a dit Benoît, pendant la campagne présidentielle, et comme l'ont dit à Génération, que tout est en pleine mutation sur les questions environnementales, le climat, sur les questions de travail et de la robotisation, sur la question de la répartition de la justice fiscale et sociale et de la mondialisation générale. On ne peut pas dire que tout est en mutation et que les partis, eux, ils resteraient ce qu'ils sont ou ce qu'ils étaient depuis la nuit des temps. Donc à un moment donné, il faut être aussi un peu cohérent. C'est logique que les partis soient aussi en mouvement. Donc il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. Il ne faudrait pas non plus que ce soit préjudiciable à une perspective politique majoritaire, ça oui, mais là on n'est pas, au moment des Européennes, on n'est pas forcément dans ce cas. Donc moi je serais ravie qu'il y ait un rassemblement, vraiment, mais en même temps il ne faut pas non plus dramatiser les choses, quoi. C'est l'élection européenne, c'est une élection sans vote utile, sans rassemblement utile nécessaire, et c'est un vote de conviction. Donc il faut. Et vous n'avez pas peur de la potentielle composition du prochain Parlement européen? Alors ça c'est autre chose, mais ça c'est, je veux dire, ouais, mais pas... non, mais si la gauche est en dessous de si tous les partis font en dessous de 5% et que la gauche envoie très peu de... Ça c'est le seul vrai sujet, qui pourrait faire en sorte que le rassemblement soit absolument utile. Je ne le crois pas. Voilà, je vous le dis, je ne crois pas que Europe Écologie Les Verts sera en dessous de 5%. Je ne crois pas que Génération sera en dessous de 5%. Enfin, en tout cas, pour ces deux-là. Pour le reste, c'est vrai que j'ai plus de doutes et qu'on aurait peut-être, en tout cas avec le PC, intérêt à se rassembler. Mais c'est des propositions qu'on a fait. On l'a fait vis-à-vis d'Europe Écologie Les Verts au départ. On s'est fait fermer la porte au nez. On a aussi ouvert la porte. Bon, Génération, on tend la main. Mais c'est pas non plus, on n'en fait pas un drame. Si la main n'est pas prise et si les gens préfèrent l'identitaire quelque part un peu à l'union, c'est aussi un choix. Bon, voilà. Et est-ce que la gauche européenne est dans un meilleur état ou elle est tout aussi éparpillée façon passe que la gauche française? Que du point de vue de la gauche comme du point de vue des partis politiques, en fait, on croit en France, parce qu'on est peu informé sur ce qui se passe en Europe, on croit en France que la politique dans les autres pays, c'est très différent. Et que nous, la France, on serait un cas particulier.
Le seul aspect cas particulier de la France, c'est les institutions de la Ve, c'est-à-dire une monarchie constitutionnelle. Alors que partout ailleurs, nous avons des régimes parlementaires. C'est la seule différence. Pour le reste, les rapports de force politique sont à peu près partout les mêmes. Une extrême droite nationaliste puissante, des gouvernements de forme ou d'orientation néolibérale, comme je disais, austéritaire, contre-redistributive, à peu près partout. Et puis, ou alors des coalitions d'extrême droite, comme c'est le cas maintenant en Italie, ou en Autriche ou ailleurs. Et puis partout des gauches qui se recomposent en réalité. Alors avec des moyens différents. En Espagne, on a Podemos et le PSOE, qui peut-être d'ailleurs feront Front commun. un gouvernement. En tout cas, ils ont fait front commun sur le budget 2019, bon, avec des vraies avancées. Avec une multitude avec parfois les Verts qui prennent du poids et de l'assurance, avec parfois des nouveaux partis qui explosent, ou dans le bon sens du terme, enfin qui émergent sur la scène politique, ou des partis très anciens, ou des recompositions de partis très anciens, comme Die Linke en Allemagne. Bon, voilà. Donc, en réalité, la situation en Europe est partout la même. Partout des gouvernements néolibéraux à la Macron qui écrasent les petits et protègent les puissants. Partout des mouvements nationalistes d'extrême droite qui prennent des forces et d'ailleurs se coalisent au niveau européen, c'est-à-dire créent une coalition des nationalistes et des néofascistes au niveau européen, et puis des gauches qui se cherchent, qui ne sont pas encore dans une situation de maturité et pour lesquelles ces élections européennes seront l'occasion. C'est pour ça qu'on a essayé, nous, de créer de nouvelles coalitions de gauche, pas des coalitions avec la droite, des coalitions de gauche, des alliances progressistes et au sein transnationales, d'abord au niveau du Parlement. Avec Guillaume Balas, nous avons fait ce qu'on appelle le Progressive Caucus, qui regroupait les élus qui venaient de la GUE, notamment du PC ou de Syriza ou d'autres forces politiques, ou des écologistes du Parlement européen, comme Eva Joly par exemple, ou la gauche de la social-démocratie, qui travaillaient ensemble sur des projets communs. On aurait aimé que ça débouche sur une liste commune, transnationale, pour ces élections européennes. C'est ce qu'on disait sur les alliances. Ça aurait été vraiment une avancée tout à fait importante. Ça n'a pas pu se faire, et donc ça n'a pas pu se faire totalement comme on l'aurait souhaité. Malgré tout, avec le printemps européen, enfin avec l'initiative qu'ont prise Yanis Varoufakis, ancien ministre de l'économie grecque, et Benoît Hamon, on a commencé à faire émerger une nouvelle force transnationale avec des petits partis tout neufs, que ce soit Razem en Pologne, excusez-moi, issu d'un parti plutôt féministe, ou que ce soit Alternativet, parti plutôt écologiste au Danemark, ou Diem, donc plutôt axé sur les questions économiques et sociales. On a réussi à faire émerger cette force transnationale, le printemps européen, qu'on est en train d'installer au sein du Parlement européen, avec des députés qui viennent de la GUE, de la gauche de la social-démocratie. Bref, on n'aura sûrement pas les conditions pour former un groupe avant la fin du mandat, parce que voilà, il faut 25 députés, 7 nationalités, donc on n'aura pas la force de le faire. Mais en tout cas, pour nous, c'est clair. L'avenir, c'est une force politique européenne, transnationale, écologiste, de gauche, démocratique et féministe, égalitaire, qui transcende les vieilles maisons, les vieilles familles politiques, et qui donne une perspective majoritaire, aussi bien au niveau européen qu'au niveau national. C'est ça l'avenir. Donc c'est ça qu'il faut construire. On fait comme on peut, avec ceux qui veulent. On commence peut-être petit, mais on ne dit pas que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Merci beaucoup Isabelle Thomas. Merci à vous.